Je vous remercie d'être là. Ça va être quand même un peu lourd à digérer le matin, parce que ça va être un peu technique comme présentation, mais le sujet de la censure est un sujet intéressant en soi. Donc je vous invite de commencer. Peut-être que je commence par me présenter d'abord très rapidement. Voilà, donc moi je suis Michel Kazaka, je suis fondateur de Value Chain. Je travaille dans le domaine de la cryptographie, cryptologie, crypto-paiement surtout. Donc c'est tout ce qui est sécurité de l'information et des systèmes, mais appliqué à un métier qui est le métier des paiements. Et comme je travaillais dans le domaine de la cryptologie depuis le début de ma carrière, dès la sortie du papier de Satoshi Nakamoto, je pense que vous voyez ici, en 2010, j'étais en Australie, et en lisant ce papier de cryptologie qui parlait dans sa première phrase, qui est aussi sur mon dos, du domaine des paiements, j'ai tout de suite compris son impact sur mon industrie. C'est pour ça que j'ai eu cette chance de commencer assez tôt à apprendre, à connaître cet ovni-là qui est le Bitcoin. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième papier que j'ai publié après le papier sur l'énergie et l'efficience énergétique de Bitcoin face aux banques. Aujourd'hui, c'est un sujet sur la censure. Et je vous donne le contexte très rapidement, si ça fonctionne. Bon, la télécommande n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que la régie peut m'aider à la... Le laser fonctionne. Ah, ça remarche, merci. Donc, ce n'est pas lui qui a provoqué la rédaction de mon papier du tout, mais c'est en parallèle de la publication du papier que ce monsieur-là, que vous connaissez un peu tous, il a dit une phrase importante. Je veux que tous les bitcoins qui restent à miner soient minés aux États-Unis. Donc moi, je ne vous fais pas tout ce que les autres speakers vous ont dit que Trump veut que les États-Unis soient un leader mondial dans le domaine de la crypto et de Bitcoin. Ce n'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est qu'il veut aussi miner tous les Bitcoins qui restent aux États-Unis. Ce qui veut dire une domination du hash rate. Et ça peut avoir un impact sur la neutralité de Bitcoin. Donc c'est de ce contexte-là qu'on peut se poser la question, est-ce qu'un État comme la Chine ou les États-Unis, la Chine à un moment avait un grand pouvoir de hash rate, elle ne l'a plus aujourd'hui, mais les États-Unis dépassent aujourd'hui les 30% du hash rate sur leur territoire sous leur contrôle direct. Est-ce qu'un État ou un attaquant, quel qu'il soit, une mafia mondiale, est-ce qu'elle peut prendre contrôle du Bitcoin ou au moins est-ce qu'elle peut censurer à volonté des transactions? C'est déjà une question plus précise. Est-ce que je peux à volonté interdire quelqu'un de faire des transactions? Donc pour répondre à cette question, une deuxième question sous-jacente, c'est avec combien de hash rate je peux commencer à faire ce genre d'attaque sur la neutralité de Bitcoin? Est-ce que 51% c'est le bon seuil? Pour ceux qui connaissent l'attaque de 51%. Est-ce que j'ai besoin de 60%? Et tout a commencé dans un débat que j'ai eu sur Grand Angle Crypto avec Richard Détente et d'autres éminentes personnalités de l'écosystème sur combien ils en ont besoin. Richard, dans une de ses vidéos sur Grand Angle, d'autres, ils ont dit 51%, ça suffit. Et là, je rétorque que non. Je n'avais pas préparé ce sujet, donc il me pose la question. J'ai dit non, ça ne suffit pas, 51. Il me dit on monte à 60 et c'est fini, c'est plié. Le mot qu'il a utilisé, Richard, c'est plié. Je dis non, tu as fait des calculs. Il faut faire des calculs. Il y a une question de probabilité dans l'histoire. Ce n'est pas seulement une question juste technique. Et donc, pour répondre à cette question, il a fallu faire ce papier. Et donc, ça, c'est la classification des actifs de Bitcoin, c'est capabilities. Et on est en train d'attaquer principalement la neutralité de Bitcoin. On n'est pas vraiment en train d'attaquer ni le market cap, ni la disponibilité, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, si on censure une transaction, on ne touche pas à l'intégrité probablement, on ne touche pas à la non-répudiation. Mais voilà, c'est l'attaque sur la neutralité. Donc maintenant, on va commencer à modéliser un peu comment Bitcoin traite ces transactions. Toutes les transactions sont égales. C'est comme une autoroute. Bitcoin, il ne regarde pas les voitures qui passent dessus. Ils ne censurent rien. Tous ceux qui veulent passer peuvent passer. Et toutes les transactions ont la même chance, en moyenne. Voilà. Donc Bitcoin sélectionne d'une façon égalitaire, sans aucune discrimination, les transactions. La seule discrimination peut être faite avec les commissions. Si je souhaite payer un peu plus de commissions, ça peut aller plus vite. Pourquoi cette discrimination? Celle-là, elle est faite pour faire en sorte que le proof de travail fonctionne, la proof of work fonctionne. Elle a besoin de cette commission aussi. Non seulement le reward, mais aussi la commission. Et par conception, dès 2007-2008, Satoshi Nakamoto avait pensé à la neutralité. C'est même écrit dans son papier, c'est quasiment bien caché dans son papier, cette histoire-là de neutralité. Et il a même fait des choix mathématiques puissants pour garantir la neutralité. On va le démontrer tout de suite. Donc la question devient après, c'est ce qu'il dit dans sa phrase,
du papier. To solve this, we propose the peer-to-peer, pair à pair, réseau, using proof of work to record the public history of transactions that quickly becomes computationally impractical for an attacker to change if honest nodes control a majority of CPU power. Donc c'est de cette phrase-là. Et qu'est-ce qui se passe si la majorité n'est pas contrôlée par des acteurs honnêtes? Donc à partir de 50%, la question se pose, personne n'avait fait les calculs avant. Donc voilà, si les malhonnêtes contrôlent plus que 50, qu'est-ce qui se passe? Voyons maintenant comment on censure une transaction sur Bitcoin. Là, ce que vous voyez des blocs B honnêtes, disons un header et une data, et un mempool dans lequel il y a une série de transactions dans une file d'attente, et les mineurs, n'importe où, distribués partout au monde, vont choisir ce qu'ils veulent pour les mettre dans un nouveau bloc. Un attaquant, il va créer un bloc C censuré, il va essayer de travailler en choisissant les transactions, il va peut-être éliminer une transaction C, il veut la censurer. Il va travailler sur le nonce et le timestamp pour forger, pour miner son bloc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nonce, c'est un numéro qui est à peu près entre 0 et 2 à la puissance 32. Voilà, je vous donne un ordre de grandeur. Mais là, les machines ASIC qui font le minage, ils exhaustent, ils cherchent le nonce en quelques secondes, en quelques millisecondes d'ailleurs. Donc en gros, chercher le nonce, ça ne prend même pas une seconde pour les grandes machines. Ce qu'il faut faire pour un mineur, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'ils doivent parfois changer les transactions, changer leur ordre, choisir d'autres transactions, jouer sur le timestamp. Donc les mineurs vont jouer sur plusieurs choses dans le bloc pour pouvoir forger un bloc valide dans la recherche de ce fameux nonce et un bloc valide. Et donc dans ce cas-là, ils peuvent choisir arbitrairement certaines transactions pour les mettre. Maintenant, ce que l'attaquant doit faire s'il a beaucoup de hash rate, il va avoir une chance en probabilité de miner, de trouver le nonce avant les autres. Donc une fois qu'il l'a fait, il choisit les transactions censurées, le bloc il est validé à peu près par tout le monde. Attention, on parle de block time et pas de block confirmation. C'est deux choses différentes. Donc là, on est en block time entre là et là en à peu près 10 minutes en moyenne. La question pour l'attaquant se pose après, il faut soutenir, il faut sustain, il faut maintenir cette censure. Donc en gros, il faut aussi qu'il arrive à censurer la même transaction qui est restée dans son mempool dans le prochain bloc. Donc voilà, on fait pareil. Là, vous retrouvez sur une blockchain, dans ce cas-là, des blocs qu'on peut appeler des blocs honnêtes et des blocs qu'on peut appeler des blocs censurés, dans lesquels on a réussi à faire l'attaque de censure. Donc, je vous ai parlé du block time, à ne pas confondre avec le confirmation time, 10 minutes. Là, le changement de la difficulté qui a lieu à peu près chaque 2 semaines. Et donc, comment maintenir, la question se pose maintenant, comment maintenir cette attaque? Pour ceux qui ne savent pas forcément, ou en étudiant la question de la censure, ils oublient que les mineurs ne sont pas organisés n'importe comment, ils sont organisés dans des pools. Et normalement, les attaquants ils peuvent contrôler leurs 60% par exemple de hash rate dans différentes pools qui se trouvent dans leur législation entre, je sais pas, les États-Unis, le Canada, l'Europe. Imaginons qu'il y ait une réglementation, par exemple, qui exige de censurer certaines transactions, ou pour être plus précis, censurer certaines wallets. Voilà. Et donc dans ce cas-là, j'avance parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on va parler maintenant de 3 attaques possibles. La première, c'est l'attaque la plus simple, c'est une attaque de conformité simple. Le législateur dit, vous êtes un mineur, vous devez ignorer, censurer, filtrer, on appelle ça dans le monde bancaire, filtrer ces adresses blacklistées. C'est tout. Et vous pouvez travailler, vous pouvez miner aux États-Unis ou là où vous voulez. Donc dans ce cas-là, les mineurs doivent appliquer cette réglementation. Une fois que vous appliquez la réglementation en ignorant certaines transactions uniquement, j'ai pu faire plusieurs études. Une partie sur des simulations réelles et une partie sur des modèles mathématiques purs avec des formules mathématiques. Donc voici le résultat d'une simulation. Si vous êtes un groupe d'États ou un État, et si vous avez sous votre contrôle de façon arbitraire 50%, 60%, 80% du hash rate, on a simulé sur 10 ans, ça ressemble à quoi la blockchain? Voilà. Donc vous allez avoir des blocs censurés, parce que vous avez 60% du hash rate, donc forcément vous allez réussir à censurer, mais pas tout le temps. Vous voyez que, oui, la censure passe, mais il y a des blocs non censurés qui passent aussi, aléatoirement. Et là, j'ai introduit une notion que j'ai appelée la notion de nuisance, parce qu'en réalité, vous n'avez pas censuré complètement, vous avez retardé une transaction. Et en moyenne, si vous avez 60% du hash rate, vous avez retardé les transactions de 2,5 blocs. Donc ma transaction, si elle est censurée, elle passera au bloc suivant, ou plus tard au 3e bloc.
Donc c'est zéro censure. Le résultat de cette attaque donne zéro censure. Alors attention, c'est l'attaque la plus simple. Il y a des attaques plus tordues. Mais pour terminer sur cette attaque-là, voici ce à quoi ça ressemble sur 10 ans. La plus longue chaîne de retard possible, elle est de 25 blocs. La plus petite, bien sûr, elle est d'un bloc. Vous voyez que voilà, la majorité des blocs sont retardés. La moyenne, elle est là, elle est de 2,5. Ça, c'est la moyenne de ce schéma-là. Maintenant, voici sur le modèle plus étendu, avec 51% du hash rate, 60% et 80% du hash rate. Vous voyez que la moyenne de la nuisance, elle est de 2,5, 5 avec 80%. Si vous avez 80% du hash rate, vous allez retarder les transactions de 5 blocs. Ce qui veut dire un échec complet de la réglementation, si c'est une réglementation. Donc Bitcoin résiste très bien, par conception, à des attaques qu'on peut appeler les attaques de type conformité. Mais il y a des attaques plus tordues, on va y revenir. Donc voici le modèle plutôt mathématique, et toutes les simulations se sont vraiment alignées sur cette courbe à 100%, ce qui a un peu validé le modèle des simulations aussi. C'est pour ça que moi j'ai dit dans un des posts que même avec 90% du hash rate, vous retarderez les transactions de 10 blocs. Dans ce type d'attaque, bien sûr. Donc Bitcoin résiste très bien par conception à la censure, mais on peut être plus tordu. On peut aller assimiler une autre type d'attaque similaire à du selfish mining, que j'ai appelé le selfish mining censorship. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, le selfish mining consiste à miner des chaînes cachées. Les régulateurs peuvent aussi dire aux mineurs, c'est gentil, vous avez filtré sur le premier bloc, le deuxième bloc qui est valide, qui laisse passer la transaction interdite, vous devez l'ignorer en fait. Vous ne devez pas l'accepter. Sauf que ce n'est pas ça le protocole de Bitcoin. Le protocole de Bitcoin, c'est le bloc il est valide, il a passé 5 ou 6 confirmations, c'est comme ça confirmation time, il est valide, il est adopté par le consensus. Et bien là, non, on va les interdire, on va leur demander de changer le software qu'ils font tourner pour le minage, pour créer une chaîne parallèle, donc forquer temporairement, pour ignorer et annuler le bloc. Là, on est en train d'attaquer non seulement la neutralité, mais on est aussi en train d'attaquer la non-répudiation et l'immuabilité de la blockchain. On est en train d'effacer le passé. Comment ça se passe? En principe, tout ce qui est similaire à selfish mining ressemble à ça. Vous avez des blocs honnêtes, B, ça c'est la blockchain, H c'est la hauteur, à quelle hauteur nous sommes sur le bloc. Et à ce moment-là, le bloc honnête est créé, et ben les attaquants doivent l'ignorer. Ils disent, je n'ai pas le droit de l'accepter dans ma législation ici en Europe ou je sais pas aux États-Unis. Je dois, moi, forger un autre bloc. Alors, je me branche sur un bloc valide dans lequel il n'y a pas de transaction à filtrer, par exemple. Et je dis, celui-là, je vais l'ignorer, je vais créer une deuxième version. Ça, c'est l'état de la blockchain vu un peu par tout le monde. C'est une vision virtuelle de tous les nœuds à peu près au monde. Ils sont d'accord sur ça. Ils sont d'accord jusqu'au BH+1. Sauf que, par exemple, aux États-Unis, ils doivent maintenant ignorer le BH+1. Ils doivent créer un autre bloc. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, il y a une course qui va se passer. Par exemple, les mineurs honnêtes partout au monde qui ont, par exemple, 40% du hash rate, eux, ils vont continuer leur course en créant N blocs supplémentaires basés sur le bloc celui-là. Et probablement aux États-Unis, si on veut dire, ils vont créer N plus quelque chose, N plus X, ou déjà quelques blocs supplémentaires en cachette, probablement en cachette sans les publier, parce que ceux-là, ils ne doivent pas vraiment les voir. Ils doivent les créer une chaîne un peu plus longue. Parce que dans le consensus, Satoshi Nakamoto il avait dit, la chaîne la plus longue est une chaîne qui a le plus de travail, probablement, et c'est sur cette chaîne-là que le consensus doit se faire. Eh bien, comme ils ont plus de hash rate, donc ils ont une majorité supérieure à 50%, ils ont une grande chance, à mesurer, de créer une chaîne plus longue. Et donc, dès qu'ils arrivent à une marge de sécurité, ça s'appelle ça safety margin. Donc l'attaque a commencé à la hauteur H, à la hauteur HN plus X. Les honnêtes, ils ont miné N blocs. Les, entre guillemets, malhonnêtes ou les attaquants, ils ont miné N plus X blocs. X peut être un bloc de plus ou deux. Le 2, c'est pour avoir une marge de sécurité de latence sur le réseau. Donc c'est technique, mais sachez que voilà, ils ont miné un peu plus de blocs. À ce moment-là, cette chaîne cachée, ils la publient sur le réseau. Et du coup, ce qui se passe, c'est très grave dans ce cas-là. On a supprimé le passé. Il y a N blocs qui auront disparu. Entre H+1 et H+N, on a supprimé le passé. Alors ça arrive assez souvent, il y a souvent des petits blocs orphelins. Il y a un bloc, deux blocs orphelins. Bitcoin est conçu pour résister à ce genre de
orphelinage de blocs, par le confirmation time. C'est pour ça qu'on attend 6 blocs, on attend 1 heure pour dire la finalité, elle est quasi certaine maintenant. Mais là, c'est grave, parce que le n peut être de 20 blocs, de 30 blocs. Donc on est en train d'effacer le passé. Alors le remplacer, bien sûr, mais voilà, l'attaque, elle a réussi. Maintenant, la question, c'est quoi la probabilité de réussite réelle de cette attaque? Tout le monde pensait qu'à 51%, c'est fini. Eh bien non, c'est pas fini. Ce que les gens oublient, c'est que d'abord, dès que les attaquants se mettent à miner en cachette une chaîne hidden, une chaîne cachée, ils s'isolent du réseau. La moyenne du block time, la moyenne de minage, elle est de 10 blocs. Mais quand une partie du hash rate, elle se met de côté pour miner autre chose, son block time va changer. Et les mineurs honnêtes qui ont, par exemple, dans cet exemple, 40% du hash rate, eux, leur block time, il ne va plus être de 10 minutes, il va être de 25 minutes, parce qu'ils sont face à une difficulté constante, avant l'ajustement de la difficulté, et leur temps va devenir maintenant 25 minutes pour miner un bloc. Donc déjà, quasiment tout le monde vont identifier qu'il y a une attaque qui est en train de se passer sur le réseau. C'est déjà un bon signe. On peut au moins monitorer que ce genre d'attaque est en train peut-être d'avoir lieu. Ensuite, on ne sait pas le block time des attaquants. Pourquoi? Parce que les attaquants, ils sont organisés dans des pools. Voici à quoi ressemble sur 30 jours, donc c'est le mois de mai 2024, le block time. Quand on dit la moyenne, elle est de 10 minutes, ça c'est la moyenne, mais ça c'est les blocs réels. Ce que vous voyez ici, c'est carrément les blocs sur la blockchain, le timestamp, combien de temps ils ont pris à être minés. Et ça ressemble à de la neige, voilà, à de la chute de neige, mais c'est bien fait par design par Satoshi Nakamoto. Et ça, il a choisi la distribution de probabilité exponentielle qui suit Denis Poisson. C'est un mathématicien français. Les Français étaient les premiers à inventer la science de probabilité. Et il a fait un choix qu'il a mis même dans son papier, qui est sur mon dos. Il a dit, j'ai choisi la distribution de la probabilité de minage des blocs en suivant la loi de Denis Poisson. Et ce choix-là fait que Bitcoin résiste à la censure. Parce qu'il faut concentrer une très grande probabilité entre 0 et 10 et la même probabilité égale entre 10 et l'infini. Donc, la probabilité des blocs qu'elles soient minées à moins de 10 minutes, elle est plus grande. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en probabilité, votre bloc il serait miné en moins de 10 minutes. Mais parfois, il va prendre 10, 15, 30 minutes, mais très très rare. Donc ça équilibre, ça fait que la moyenne devienne à 10. Et voici, donc ça c'est mon modèle de simulation, il suit à 100% la loi de Denis Poisson, et vous voyez que, bon voilà, ça c'est l'équation qui fait cette simulation-là, et voici le rate, ici en 10 minutes, c'est juste technique pour vous dire que mon modèle de simulation, il suit à 100% ce qui se passe en réalité sur Bitcoin. Ça c'est un résultat de la simulation, vous voyez un attaquant qui a 60% du hash rate, il a 5 pools de minage sous son contrôle, donc c'est assez concentré quand même. Et voici, juste il doit avoir 2 blocs de plus, un bloc de marge pour dépasser. Et voici la taille des blocs avec leur pourcentage du hash rate 60% et leur block time, on va le voir après. Ça, c'est la puissance de chaque pool. Et vous regardez comment la blockchain ressemble à ça. Il y a des blocs censurés qui sont en train de passer. Et là, la course va se passer. Ce bloc, il va être ignoré par les attaquants. Les attaquants vont essayer de miner 2 blocs de plus avant de publier. Et là, dès qu'ils arrivent à miner par chance, 2 blocs de plus, ils ont quand même 60% du hash rate. Dès qu'ils arrivent à miner 2 blocs de plus, ils vont publier cette chaîne-là, qui va venir effacer ces derniers blocs. Et là, comme vous voyez, ça a été effacé. Donc ça, c'est une simulation. Cette simulation, je l'ai fait tourner pendant... j'ai simulé 10 ans de minage, et voici le résultat. Voici différentes distributions des 60% sur différentes tailles de poules, et vous voyez que la nuisance de cette attaque, qui est tordue quand même, elle est faible. 4 blocs, 5 blocs, bon, parfois 100. C'est en moyenne, bien sûr. Ce qui veut dire que Bitcoin il résiste très très bien à des attaques de type selfish mining plus compliance. Ce sont 2 attaques combinées. Voici le résultat final sur différentes capacités de hachage, de minage chez les attaquants, 40% à 80%. Et ce que vous voyez, c'est la nuisance. Donc même avec 70% de hash rate sous contrôle des attaquants, la nuisance, elle est faible. Vous retardez une transaction de 60 blocs en moyenne. Ce n'est pas beaucoup. Ça reste plus rapide qu'une transaction bancaire. Donc, la nuisance, cette attaque, elle échoue. 0 transaction est censurée. 0. Avec 70% du hash rate. Bon, là, ça commence à être grave. 80% sous votre contrôle. Vous pouvez faire des dégâts quasiment à l'infini. Bon, parfois ça passe pas. Voilà.
Donc voici les résultats des simulations. J'avance un peu, je vous épargne les formules mathématiques. Vous pouvez voir le papier. C'est bon, ça vous donne deux modèles, un modèle par simulation et un modèle pur mathématique. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, voici à quoi ça ressemble. Donc le risque commence à être élevé à partir de quasiment 75%. C'est à partir de là que vous pouvez commencer à faire des dégâts sur la neutralité de Bitcoin. La dernière attaque que j'ai appelée l'attaque détente, elle regroupe tous les pools des attaquants en un seul pool. Ça veut dire il faut être conforme, il faut appliquer une réglementation, ça coûte très très cher pour les attaquants, il faut fusionner tous les nœuds et il faut faire du selfish mining carrément, quelque chose qui ressemble au selfish mining. Donc c'est une attaque compliquée à mettre en place. Et une fois que vous faites ça, là on sait que les attaquants vont miner des blocs à 16 minutes, les honnêtes à 25 avec 60% du hash rate. Et voici maintenant la même courbe à partir de 50%, 51%, vous avez un taux de succès qui est proche de 1. Donc ça, c'est l'attaque la plus grave sur Bitcoin. Voici la simulation. À 51% du hash rate, mais vous avez un seul pool. Vous avez fusionné tous les pools aux États-Unis, par exemple. Et dans ce cas-là, vous voyez que quasiment toutes les transactions sont censurées. Il y a encore des blocs non censurés à ce stade-là. Et vous voyez qu'avec 55% du hash rate, vous retardez les transactions de 500 blocs. 500 blocs, voilà, on l'a vu ici, ici par exemple, c'était 50 heures. Donc c'est 2 jours de retard. Voilà, c'est pour vous dire que j'arrive au résultat directement. Avec Bitcoin et sa Bitcoin Censorship Tolerance, il peut tolérer quasiment 99% de contrôle du hash rate si vous appliquez simplement une réglementation. Si en plus vous devez hacker le système, faire du selfish mining en plus, il peut tolérer jusqu'à 75%. Et si vous fusionnez tous les nœuds, ce qui n'est pas une mince affaire, mais si vous obligez tous les nœuds à fusionner dans un nœud étatique, et bien dans ce cas-là, oui, vous avez besoin de 55% du hash rate pour commencer à tuer la neutralité de Bitcoin. Pour finir, je peux vous dire une chose, que ces modèles-là coûtent très très cher, ne sont pas rentables aux attaquants, à moins que vous atteigniez en avance 65% et fusion des nœuds. Et en revanche, ils sont complètement obsolètes si vous passez avec Bitcoin Lightning. Tous ces règles-là, vous pouvez les dépasser avec la neutralité de Bitcoin Lightning. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Je me demandais à quel point cette attaque peut être faite sur d'autres chaînes comme Ethereum, etc. Je n'ai pas fait l'étude aussi précise et mathématique et modélisée, donc je ne peux pas me prononcer sur les attaques de censure sur d'autres modèles, mais c'est le modèle de preuve de travail, c'est similaire. Tous ceux qui ont la preuve de travail et qui ont le taux de distribution, pour rappel, la quantité d'énergie nécessaire et la capacité de calcul des unités de minage de Bitcoin, elle dépasse tous les data centers du monde, tous les superordinateurs du monde combinés. Donc il faut y aller pour avoir 51% déjà. Oui. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup. Vous avez indiqué qu'avec la durée pour miner les blocs qui s'allonge, les mineurs honnêtes se rendraient compte que quelque chose se passe sur le réseau. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont la possibilité de réagir et de contrer l'attaque qui est en train de se passer? Alors bien sûr, je n'ai pas eu le temps de tout détailler, mais effectivement, ça peut mener souvent à des forks. Mais cette question-là, je ne devais pas la présenter aujourd'hui par manque de temps. Les forks, on a déjà essayé. Il y en a certains qui ont essayé, ils ont eu des problèmes avant. Ils ont fait Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Oui, ça marche, mais ce n'est pas eux qui ont pris la valeur. Donc la question va devenir plutôt politique. Qui va capter la vraie valeur dans ce cas-là? J'ai ma propre avis sur le sujet. Oui, micro ici. Bonjour, merci pour le travail. J'avais une question sur les frais. Est-ce que ça a un impact sur les attaques en fait? Est-ce que si on augmente les frais, on va réduire un peu l'attaque? C'est une bonne question. Dans le papier, je détaille un tout petit peu le parti modèle mathématique des attaques, modèle économique, pardon. Bien sûr, une transaction censurée risque de payer un peu plus de commission, dans ce cas-là, pour qu'elle passe un peu plus vite, pour que les mineurs un peu honnêtes la processent plus. Donc, effectivement, il y a une dynamique, il y a une lutte et une course entre les mineurs honnêtes et malhonnêtes. Les mineurs honnêtes vont recevoir probablement plus de fees. Ils vont donc du coup s'enrichir un peu plus. Du coup, ils vont investir un peu plus sur leur capacité de minage. Du coup, ils vont augmenter leur hash rate, ce qui va équilibrer et réduire. Donc, ce n'est pas définitif comme attaque. Ça ne va pas tuer Bitcoin tout de suite. C'est une dynamique. Pendant un certain temps, il y aura peut-être des retards sur les transactions jusqu'à ce que les mineurs honnêtes rééquilibrent leur pouvoir de minage. Peut-être une dernière question, comme j'ai dépassé le temps.
bonjour. Bonjour. C'est en haut. C'est en haut. Ah ouais, je vois pas très bien. Ouais. Juste une question par rapport au fait que vous avez dit qu'ils peuvent remplacer des blocs. Qu'est-ce qui devient des transactions qui étaient dans ces blocs? Les personnes qui ont fait les échanges entre Bitcoin, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils se voient retirer leur Bitcoin ou... Ouais, c'est ça qui est grave, c'est que là, on touche à l'immuabilité de la blockchain. Donc oui, c'est une attaque assez grave, mais effectivement, ça va remplacer certaines transactions d'un bloc. Ça ne va pas supprimer toutes les transactions. Souvent, le même pool, il est assez commun sur la majorité des blocs. Donc probablement, votre transaction à vous, elle ne sera pas du tout impactée. Elle se retrouvera dans une nouvelle version du même bloc, censurée. Mais en revanche, si vous aviez la transaction censurée, votre transaction, souvent, elle revient au même pool. Elle va revenir au même pool. En fait, elle n'aura pas eu lieu. C'est comme si elle n'a pas eu lieu. Voilà. Mais du coup, sur notre portefeuille, on voit bien disparaître en fait notre Bitcoin. Effectivement, oui. Donc c'est grave. Je ne dis pas que c'est pas grave. En revanche, c'est votre transaction qui, vous pensez qu'elle est passée. Elle a même eu 6 blocs de confirmation. Et probablement au 7e bloc ou 10e bloc, probablement, elle risque d'être revert. Mais ça n'impacte que quelques transactions. Et dans mes simulations, ça peut être de l'ordre de 2% de transactions, quoi. Et l'argent nous est retourné quand même ou ça se passe comment? Ah oui, l'argent, il est retourné. Vous n'avez pas dépensé votre Bitcoin. Vous pensez avoir payé un Bitcoin à quelqu'un, ce pauvre, il pense l'avoir reçu, ben il ne l'a pas reçu. D'accord, merci. C'est comme une double dépense, si vous voulez. Ouais. Dernière question, parce que je vais vraiment dépasser trop le temps. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu d'optimisme et se dire que cette attaque globale ne résisterait pas juste à un marché libre de l'électricité, une incitation des mineurs à aller là où l'électricité est la moins chère? La question, elle s'est posée sur la concentration du minage au Texas notamment. Comme vous savez, Richard, il n'est pas là aujourd'hui parce que probablement il est en train de commencer à miner aux États-Unis. Sébastien Gouspillot, lui, heureusement, il ne mine pas aux États-Unis. Donc il faut compter sur des gens aussi qui ne minent pas que aux États-Unis, qui minent un peu partout au monde. Il faut compter sur la distribution du minage. Heureusement que Bitcoin est encore distribué en termes de minage. J'utilise jamais le mot décentralisé. Il est distribué comme la blockchain. Et donc c'est grâce un peu à ça qu'on est assez loin de pouvoir faire ce genre d'attaque aujourd'hui. Sachez qu'avec 30% du hash rate sous votre contrôle, ce qui est déjà le cas pour le plus grand pool, on peut commencer à tenter des doubles dépenses. Ça coûte très cher, ce n'est pas rentable, mais ils peuvent avoir une chance en probabilité de faire une double dépense. Ils ne la font pas parce que la conséquence, elle ne sera pas trop bénéfique non plus pour eux. Mais si on imagine une réglementation qui impose ce genre d'attaque, eh ben on en est loin de pouvoir réussir. Donc je termine en disant que Bitcoin, il est très, très, très résistant. On n'a pas plus résistant que Bitcoin à la censure jusqu'aujourd'hui. Voilà. Merci à tous.